Alors, après avoir vu le quotidien d'un créateur de chaîne de télévision, la réalité financière, on va se poser la question, quel est le cadre juridique qui régit aujourd'hui le monde de l'audiovisuel et en particulier essentiellement le monde de la télévision? Quelles sont les évolutions récentes? Parce que, comme vous le savez, en Tunisie, les choses évoluent d'un jour à l'autre. Donc peut-être même qu'avant qu'on rentre dans cette salle et entre le moment où on parle, les choses ont évolué. Et je laisse la parole avec plaisir à Hejad Ben Cheikh Ahmed, justement pour nous raconter un peu aujourd'hui le cadre légal et cette construction quotidienne du cadre légal à venir pour le monde de la télé en Tunisie. D'accord, merci Mourad. Je vous remercie d'abord d'être venus aussi nombreux. Je remercie particulièrement mes amis qui ont fait le déplacement pour venir nous écouter. Ce qu'a dit Mourad, donc, il m'a présenté en début comme étant communicatrice à la radio, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que je suis aussi une enfant de la télé, que j'ai grandi dans les couloirs de la télévision en ayant fait quand j'étais petite. Et j'en ai fait aussi entre 2000 et 2002. Et donc, je parle avec passion aussi bien de la radio que de la télévision. Donc, ce n'est pas une question de casquette. Voilà, donc je voudrais quand même, avant d'aborder les choses sérieuses, c'est-à-dire le fond du problème, ou ce que j'appelle le nœud du problème, parler un peu du passé. Hein. On est obligé quand même de voir pourquoi, ou d'essayer de comprendre pourquoi, jusqu'à la Révolution, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de chaînes de télévision et de radio. Vous savez qu'il y avait un verrouillage du secteur par beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place par l'ancien régime pour justement d'abord freiner la liberté d'expression. Donc ce sont des organismes très connus comme la TCE, comme le ministère de l'Information, mais aussi également la NPA qui a disparu, qui a été dissoute. C'est l'Agence nationale de promotion de l'audiovisuel qui contrôlait aussi le contenu de la production audiovisuelle. Et donc, il n'y avait pas de place pour une parole libre, pour une libre création dans le domaine de l'audiovisuel. Et ceux qui voulaient investir dans le secteur, justement, ne voulaient pas reproduire le modèle de la télévision nationale. Parce que, allez, on va dire que les premières chaînes sont apparues, c'est la chaîne Hannibal, ça a été en 2007. Et mis à part le fait que ces autorisations avaient été accordées à des proches du pouvoir, du président, ces autorisations étaient... la chaîne Hannibal, quand elle a démarré, elle n'avait pas le droit, par exemple, de faire un journal télévisé. Pourquoi? Parce que cela... ouvrir justement la voie à une autre lecture des informations et de la liberté d'expression. Et donc, il y a deux explications en fait. La première, c'est ce verrouillage sur l'information et sur la liberté d'expression. Et le deuxième, c'est que à partir de 2001, quand on a créé le Code des télécommunications, et qu'on a distribué un peu les licences de réseau de téléphonie mobile, il restait aussi des fréquences disponibles pour la radio et donc, je vais en parler un peu, mais je sais que tu ne veux pas que je parle de radio. Et donc, il y avait la possibilité aussi d'ouvrir le secteur à la radio. Le mot chaos que j'ai vu donc sur le titre ne me choque pas, c'est même un terme que j'utilise depuis 1 an et demi à propos du secteur audiovisuel. Et donc c'est une organisation carrément chaotique aujourd'hui. Et si vous le permettez, je vais axer mes propos sur deux axes. On va commencer par la question de ce désordre, c'est-à-dire comment se fait l'organisation, comment ça fonctionne aujourd'hui, et puis une lecture plus personnelle, c'est-à-dire un regard sur l'avenir à la lumière des textes et notamment à la lumière du projet également de constitution dont le dernier brouillon vient de tomber aujourd'hui même, ce matin. J'ai eu la dernière version sur le journal Le Maghreb, et donc où je vois que la liberté de communiquer est consacrée
enfin, dans l'article 40, après l'environnement, après beaucoup de choses, mais c'est déjà un pas. Alors, en quoi consiste justement cette organisation chaotique? Pourquoi on parle de chaos? Parce que, justement, il n'y a pas de texte, c'est-à-dire il en existe un, mais il n'est pas encore appliqué. Avant, les autorisations étaient accordées par le biais du ministère de l'Information, c'est-à-dire c'était sous forme de cahier de charges signé par le promoteur et qui était un peu à la tête du client. Par exemple, je prends le cas du cahier de charges pour la radio Express FM, il est différent, légèrement différent de celui de Shams FM, par exemple. Et donc, ou alors celui de Nesma qui est un peu différent de celui de Hannibal. Donc, c'était des cahiers de charges à la tête des clients avec parfois des contraintes très importantes sur le contenu, sur la ligne éditoriale de la télévision, sur la durée des informations, sur le contenu des informations, sur les débats également, donc sur la production. C'était un contrôle sur la production. Et après la Révolution, donc, vu que la plupart des institutions de l'Ancien Régime ont été abolies, et notamment la TCE, le ministère de l'Information, etc., il y avait une sous-commission créée sous l'égide de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la transition démocratique et de la réforme politique, l'Hay'a al-Ulya, oui, c'est un long nom, la sous-commission qui est chargée des médias et qui a été chargée, bien avant l'INRIC, de préparer le projet de loi sur l'audiovisuel. Et donc, ça a été une querelle entre les deux instances, chacune estimant que l'autre empiétait sur ses prérogatives. Et c'est pour ça que, après un long bras de fer, bon, il y a eu un terrain d'entente, mais le premier brouillon du projet a suscité donc des remous dans la presse parce que c'était un projet en fait qui s'est inspiré des textes étrangers et qui a été donc tunisifié, on va dire, hein, adapté à la réalité tunisienne, un texte tout prêt élaboré par des théoriciens sans écoute du secteur. Et donc il a été vivement critiqué par les gens du métier. Et je me rappelle parce que le président de cette sous-commission est un collègue donc à la fac, m'avait appelé, il m'a appelé à la rescousse. Il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir. Moi, étant à la fois juriste et communicatrice, je ne pouvais pas défendre l'universitaire qu'il était, mais je ne pouvais pas non plus tourner le dos au secteur. Et je lui ai dit que le meilleur moyen était d'écouter justement les gens du métier et d'appeler. Et on a commencé à inviter les gens par groupe avec les directeurs des journaux électroniques d'abord, puis les gens de la radio, puis les gens de la télévision. Mais déjà, avec la presse électronique, ça s'est très très mal passé. Et le lendemain, c'était des articles donc, qui dénigraient ce projet de loi. Bref, il a très mal pris et ça a duré très longtemps pour qu'on aboutisse vers octobre 2011 à ces fameux décrets 115 et 116 dont on attend l'application jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour dire chaos... On va peut-être en parler très vite. C'est quoi les décrets 115 et 116? Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse par cœur tous les articles de 1 à 100. Justement, d'abord, donc j'ai trois remarques à dire donc dans ce chaos. Ce qu'il fallait faire, ce que l'INRIC devait faire, à part donner son avis, parce qu'ils ont écouté également beaucoup de gens. Donc il y a les décrets qui ont été élaborés par la sous-commission dépendant de la haute instance, et il y a le rapport de l'instance nationale, l'INRIC. Et l'INRIC, bien sûr, qui donc a été à l'écoute du secteur, bien sûr, et qui donc a invité les promoteurs à venir dire quelles sont leurs attentes par rapport au projet ou au futur de l'audiovisuel en Tunisie. Alors, ce rapport, malheureusement, a été laissé pour compte. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de directives ou de recommandations sont dans ce rapport, mais ne sont pas pris en considération par l'État actuellement. Alors, ces décrets, donc, le premier décret, le décret 115, concerne la presse, et le décret 116 concerne la création d'une haute instance indépendante pour la communication et l'audiovisuel. C'est une instance de régulation
à l'image, par exemple, du CSA français. Or, justement, comment peut-on créer une instance de régulation sans dire ce qu'on va réguler et peut-être comment réguler? Parce que ce texte prévoit, par exemple, la création de cette commission, de sa composition, les modalités de nomination de son président et de ses membres, ses réunions, les déchéances, par exemple, par rapport aux membres, les interdictions, les sanctions qu'elle est appelée à donner, mais on ne dit pas finalement sur quelle base ou le contenu qu'elle est censée réguler. Donc il y a des précisions qui manquent. Pour le texte 115, le décret-loi 115, il concerne la presse écrite essentiellement et la presse électronique. Et quand on a demandé justement au président de cette commission qui a élaboré le texte pourquoi est-ce que ce texte ne prend en considération que la presse écrite et la presse électronique, alors que vous savez parfaitement que dans l'audiovisuel, on fait également du journalisme, eh bien, il a dit parce que ça, c'est plus important, l'audiovisuel, on a le décret-loi 116. Mais le décret-loi 116 est un décret, comme je viens de vous dire, qui institue un organe et son mode de fonctionnement sans vraiment organiser le secteur. Donc c'est une grande déception pour les gens du métier que ces deux textes, parce que justement ils ne répondent pas aux besoins et aux revendications des professionnels. Et alors, donc il y a eu un bras de fer entre le syndicat et l'État, puis on a fini par se convaincre quand même qu'il fallait appliquer ces textes comme un minimum en attendant d'améliorer cela ou en attendant qu'il y ait des dispositions constitutionnelles qui prévoient en tout cas quelque chose sur le secteur de l'audiovisuel. Et vu que ces textes n'ont pas été appliqués, que l'État, je vais dire, tarde à vouloir les appliquer et à nommer les membres de cette commission, vous savez pertinemment, et après les agressions, les procès à l'appel, les menaces, etc., contre les journalistes, que cela avait abouti en octobre dernier, le 17 octobre, à cette grève historique des médias tunisiens, donc la première depuis l'indépendance de la Tunisie. Alors aujourd'hui, donc, pourquoi est-ce qu'il y a un chaos? Parce que justement, il y a une absence de texte, c'est un vide. Et même dans le projet de texte, les deux décrets, le décret-loi 115 et 116, ils ne répondent pas aux besoins du secteur. Des notions comme la notion de territoire est absente du texte, ce qui fait que l'on ne sait pas si ces dispositions s'appliquent aux médias tunisiens qui émettent en Tunisie ou en dehors de la Tunisie. Parce que la notion d'extraterritorialité est à mon sens très importante aujourd'hui. Et tout à l'heure, on avait soulevé la question des parts du marché. Aujourd'hui, donc la Tunisie, c'est un petit marché. Il y a de faibles parts pour toutes ces chaînes. Et il y en a qui vont être condamnées à disparaître certainement parce qu'elles ne peuvent pas survivre dans ce paysage, parce que justement la publicité, la part du marché est la même qu'elle s'est affaiblie durant ces dernières années. Donc, il n'y a pas également de disposition qui prévoit l'évolution des médias d'une radio vers une télé, par exemple, ou d'une télévision régionale vers une télévision nationale, ou la constitution d'un bouquet, par exemple. Tout ça n'est pas prévu dans le texte. Et je vais aller un petit peu plus vite, il y a tellement à dire. Aujourd'hui, donc, également, les professionnels revendiquent une autre lecture de ces deux textes parce qu'ils trouvent que c'est des textes qui ont été élaborés par des académiciens sans véritable écoute du secteur. Bien sûr, en plus de ça, il n'y a pas de garantie d'indépendance. Vous savez qu'à la tête, par exemple, des médias publics, la plupart des personnes sont nommées comme des fonctionnaires et ces nominations touchent à l'indépendance justement de ces médias. Autre problème également aujourd'hui dans le paysage, c'est la confiscation des médias qui appartenaient aux proches de Ben Ali, et ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui ressemble plus à un monopole qu'à une concurrence, puisque l'État
détient 9 radios, 4 nationales et 5 régionales, 2 télévisions, plus les radios confisquées et la boîte de production Cactus, donc, qui fournit l'essentiel de la chaîne Etunsia, qui a la plus grande part d'audience. Alors, je ne veux pas m'étaler davantage, je laisserai peut-être pour tout à l'heure la vision, comment je vois un petit peu la sortie, si vous voulez, de ce gouffre, parce que c'est vraiment un chaos aujourd'hui, et sans texte, bien sûr, sans constitution, sans loi, on ne peut pas continuer à gérer ce secteur. Merci. Évidemment, on reviendra dans le débat avec la salle sur un certain nombre de points.